Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Comme toujours, mon nom est Christophe Terrien. Moi, je suis Anthony Glover. Donc, avant de vous parler un peu de notre invité qui s'en vient, j'aimerais rappeler à tout le monde de partager la vidéo avec les gens dans votre entourage qui sont intéressés à tout ce qui est économie, entrepreneuriat, fiscalité, puis de nous laisser vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez entendre parler, si vous avez des choses à nous recommander, si vous avez des questions sur ce dont on parle, n'hésitez pas à le faire là, sur n'importe quelle plateforme. Puis en parlant d'entrepreneuriat, aujourd'hui, on reçoit PH Quentin. Donc, oui, on a le plaisir d'accueillir PH Quentin. PH Quentin, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un des finalistes à Occupation Double Bali, je crois. Oui, c'est exact. Et par la suite, là, vous allez voir, là, c'est super intéressant. Il va nous raconter son parcours, comment il a su monétiser un peu la notoriété, le fame, puis devenir un peu un influenceur sur Instagram, s'est bâti sa propre marque, mais aussi qu'il a parti plusieurs entreprises, dont le Studio SF où nous nous retrouvons, et aussi le podcast Sans Fil que lui co-anime avec Doom Plante. On a aussi, c'est un athlète de performance en natation, puis il fait beaucoup de marathons, de demi-marathons. Oui, une entreprise aussi qu'il a fondée avec sa copine à l'époque, Vegan et pas plate. Oui, donc je pense que maintenant il s'est retiré. Oui. Et par rapport à l'endurance, en fait, il va nous parler aussi d'un produit qui s'en vient, là, encore tout juste à veille d'être lancé. Oui, exactement. Sa secret sauce. Là, donc, on va voir s'il nous en parle beaucoup pendant le podcast. Donc, on est vraiment excités de la voir. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Donc, bonjour PH, bienvenue au podcast Les Éconos. Tu es un peu familier avec le studio, tout ça, fait que c'est cool d'avoir un invité comme toi. Ce que nous autres, on voulait parler, puis j'en parle un peu en introduction, mais de dire que, oui, les gens te connaissent, les gens écoutent... ont appris à te connaître. Là, après, je pense que vous êtes rendu à peu près 181 épisodes du Sans Fil. Ouais, exactement, 181. On a fait le check avant de... fait que les gens te connaissent, mais nous autres, ce qu'on voulait toucher aujourd'hui, c'était vraiment PH l'entrepreneur. Parce que tu as des millions de projets, là, comme on va en parler dans le podcast, mais on veut connaître comment est-ce que tu deviens entrepreneur. Est-ce que tu étais entrepreneur? Ben, on va se lancer dans le vif du sujet. As-tu toujours été un entrepreneur? Oui, exactement. D'où ça vient cette passion de partir plein de projets? Oui, ben en fait, pas vraiment, pour être honnête. Moi, tu sais, dans ma famille, mon père était médecin, ma mère, elle s'occupait moi, j'ai 3 sœurs plus vieilles que moi, elle s'occupait des enfants à la maison. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat, c'était vraiment pas quelque chose qui était... dans la famille ou dans les environs de la famille. Là, je pense qu'on avait un ami de la famille qui était un entrepreneur à succès qui a fait les sacs à dos Lavoie. C'est quoi la petite bande qui était comme le fondateur de ça. Puis c'était l'histoire d'entrepreneur à succès qu'on avait, mais c'était quand même loin de chez nous. Là. Okay. Fait que ça n'a jamais été quelque chose qui était dans l'ADN en vieillissant, dans le fond. Puis comment c'est arrivé, c'est que c'est vraiment arrivé un peu par hasard. Là, je suis allé à Occupation Double. Puis quand je suis sorti d'Occupation Double, je me suis dit que je voulais pas avoir fait ça, dans le fond, puis pas en bénéficier le plus possible, parce que veux pas, ça vient avec quand même de la notoriété, mais aussi le fait que les gens te reconnaissent, le fait que dans la rue, t'es plus tranquille, le fait que t'as plus d'anonymat. Puis ça me faisait royalement chier. Fait que je me suis dit...
Au moins, je veux pas que ça me fasse chier gratuitement. Là, je veux au moins pouvoir maximiser ça. Fait qu'est-ce que je peux faire pour monétiser cette espèce de point négatif là, d'avoir fait une expérience comme Occupation Double. Puis je suis vraiment tombé là-dedans là, par hasard. Là, où est-ce que là, je suis sorti de là. Moi, je faisais ma maîtrise en littérature à l'Université Laval. Pendant que j'étais allé en fait, je faisais ça. J'ai fait OD pendant que je faisais ça. Puis en sortant. Est-ce que c'est la nuit, ta maîtrise? C'est la nuit dans le sens où après ça a été vraiment difficile de me rasseoir pour écrire un mémoire au complet. Là, c'était comme la vie allait trop vite. Puis j'avais plus vraiment. Quand tu sors du mode créatif, t'es plus vraiment dans. C'est difficile d'y retourner. Là, Puis c'est ça, après ça, quand tu sors d'une maîtrise en littérature, c'est pas comme si tu sortais d'un bac en génie. Là, les emplois se garochent pas devant toi. Tu n'as pas 1 million d'options sur quoi faire avec ta vie. Fait que moi, l'option de retourner dans ma vie d'avant était pas vraiment possible parce que c'était les études. Fait que je retournais pas là-dedans. Sinon, après ça, retourner dans mon métier d'avant, ça n'existait pas non plus parce que j'en avais pas encore. Fait que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire, là? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Puis là, c'est là qu'est arrivé plein de projets. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais un certain talent à être capable de mener des projets à terme, mettons, de vouloir des imaginer, mais aussi des réaliser. Puis j'imagine que là, c'est peut-être là que je suis un peu tombé dans l'entrepreneuriat at large. Là, OK. Puis est-ce que quand tu pars à OD, est-ce que tu le sais que c'est un tournant que tu vas... ce que tu faisais avant, tu y retourneras plus, tu pourras plus y retourner, ou j'imagine que tu savais pas non plus jusqu'où tu t'allais te rendre. Tu aurais pu partir semaine 1 puis tu restes dans l'anonymat. Y a pas... Ouais, exact, c'est ça. J'écoute pas tous les épisodes, mais je suis sûr qu'il y en a plein, là, les candidats du début que le public oublie. Là. Ouais, exact, c'est ça. Ça, c'est sûr que ça se serait pu, là, tu sais. Puis, sauf que quand je suis parti là, je pensais pas que ça allait changer ma vie au complet, là, tu sais. Je pensais pas que j'allais revenir puis avoir plus vraiment de repères, puis, tu sais, être aussi reconnu que ça, là, parce qu'il faut se rappeler que moi, quand je suis allé, c'était le retour d'Occupation Double. Ça faisait des années que ça existait plus. Là, c'était le retour avec Jay. Puis, tu sais, les années d'avant, les exemples de personnes qui sont restées dans l'œil du public sont vraiment minimes. Là. On a Marie-Pierre Morin, on a Andréane Marquis, mais après ça, Sarah Couture peut-être, mais après ça, ça a été comme si c'était... Le monde on disparaissait pratiquement parce qu'il n'y avait pas encore les médias sociaux. Puis ça, c'est la donne que nous, on connaissait pas. Là. Moi, je suis allé à Occupation Double, j'avais 350 amis sur Instagram. Ben, pas d'amis, mais followers sur Instagram qui se trouvaient être juste du monde que je connaissais. Là, puis là, je me disais, hey, si j'ai au-dessus de 5000 abonnés en sortant d'OD, ça va être beaucoup d'abonnés. Genre, je saurais pas comment gérer ça. Finalement, j'en ai eu genre jusqu'à 135 000 en année. Wow. Puis, tu sais, ça, on l'avait sous-estimé, je pense. Fait que moi, je pensais pas que ça allait changer tant que ça. Sauf que là, quand t'arrives là, tu te fais proposer des affaires, tu sais. Tu te fais proposer... en fait, le monde vient à toi? Ouais, c'est ça. Puis la première entreprise que j'ai lancée, c'était en mon propre nom. Là, c'était PH Quentin, Instagram, puis influenceur, si on veut, créateur de contenu. Où est-ce que là, tu reçois tellement d'offres, puis de demandes, puis là, il faut que tu sois capable de... Pour sponsorer des produits? Ouais, c'est ça, exact. Pour mettre... il faut que tu sois capable de mettre une valeur là-dessus. Il faut que tu sois capable de... Ça, c'est un apprentissage qui est quand même rough parce que il y a beaucoup d'argent en jeu. Puis c'est facile de passer par-dessus tes valeurs pour faire vraiment de l'argent, là, tu sais. Puis ça, c'est un apprentissage que tu fais rapidement, surtout au point de vue des valeurs. Ça, c'est la chose que j'ai appris le plus dans ça, c'est de faire attention pour pas te perdre parce que c'est facile de... L'appât du gain est vraiment fort dans ce milieu-là, là, tu sais, faire une espèce de pub pour un blanchiment dedans. Je me rappelle, quand je suis sorti d'OD, il y avait... Puis l'année d'après, il y a eu une vague, là, je me rappelle plus c'était quoi la compagnie, mais c'était du blanchiment dedans à côté, là, tu sais. Puis tout le monde en faisait. Puis nous autres, moi, je me rappelle, je m'étais fait proposer ça. C'était vraiment payant, là, tu sais. Vraiment, vraiment payant pour pas beaucoup d'efforts. Ça, c'est une pub, puis... Ouais, mais je me rappelle m'être dit, je peux pas faire ça.
Je peux pas faire une pub de blanchiment de dents comme ça, alors que c'est genre, j'endosse pas nécessairement ça. C'est un genre de produit que tu peux acheter over the counter. Fait que même, genre, n'importe qui peut se procurer ça. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Ça avait l'air un peu shady aussi. Okay. Puis je me suis dit, je peux pas faire ça. T'sais, même si c'est beaucoup d'argent. Ça a été probablement ça. Puis après ça, une pub de maillot de bain que j'ai refusé aussi parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens non plus. Ces deux affaires-là, ça a été une des premières fois où est-ce que je faisais vraiment dans ma vie, où est-ce que je choisissais les valeurs au-dessus de l'argent. Ouais, tu disais non. Je disais non à beaucoup d'argent, très peu d'efforts, mais c'était une des premières fois où est-ce que je réalisais que ça, c'était le genre d'affaires qu'il fallait faire si on voulait avoir une entreprise durable, mettons, là, si on voulait durer dans le temps, si on voulait garder la confiance de nos abonnés. Ça, tu as réalisé ça dès le départ? Ah, non, j'ai fait une couple d'erreurs avant. Ouais, c'est ça, ça allait être ma prochaine question. Là, il y en a sûrement qui. Oh, il y en a que je regarde en rétrospective, puis que c'est cringe un peu, là. Tu sais, je regarde qu'est-ce que j'ai fait, puis ça me fait lever un peu le poil, là. Tu sais, c'était pas vraiment moi, c'était juste, tu te perdais un peu, puis. Mais je suis content d'avoir rapidement rectifié le tir dans ça. Parce que, comme je disais, tu sais, pour garder l'analogie, ben c'est pas vraiment une analogie parce que je crois que c'est exactement une entreprise, là, ce type de business-là. Mais pour moi, les abonnés, c'est un peu les clients. Puis de perdre la confiance de tes clients, c'est la pire affaire qui peut arriver à une entreprise, là, tu sais. Puis moi, d'avoir perdu probablement la confiance de certains de mes abonnés dans ce processus-là, j'ai réalisé que c'était la pire affaire que je pouvais faire, tu sais, fait qu'au-delà de faire de l'argent. Est-ce que tes followers te le disaient? Est-ce que tu recevais des messages? Ah, mais je savais quand je faisais, mettons, une publicité, je veux pas nécessairement nommer de compagnie avec qui j'ai travaillé, mais quand je faisais une publicité qui était vraiment champ gauche par rapport à qui j'étais, là, puis que le monde avait appris à me connaître, puis je suis quand même assez, tu sais, quand... C'est rare que je parle à mon sel ou à mes abonnés, mais quand je le fais, tu sais, je le fais vraiment de façon moi, là, tu sais, c'est moi, vous voyez. Il n'y a pas de façade. Non, il n'y a pas de façade. Puis le monde avait appris à me connaître pour plein de raisons. Puis là, quand je faisais des collabs avec des vraiment champ gauche par rapport à cette lignée-là, je voyais, tu sais, mes abonnés, il y avait du monde qui se désabonnait, il y avait beaucoup moins d'engagement, il y avait du monde qui commentait des fois que c'était genre, que c'était moyen, que ça fitait pas trop. Puis ça, pour moi, c'était le pire feeling, là, tu sais. Okay. Ouais. Tu peux pas faire une pub Olimel puis sortir ça c'est sûr que non là. Mais eux autres ils me rejoignaient pas non plus là. Non, c'est ça, ils savaient de pas t'appeler. Ouais, c'est ça, exact. Cool. Puis moi j'ai une question par rapport à la marque PH Quentin puis comme un peu la business d'influenceur. Est-ce que c'est toi tout seul? Est-ce que tu consultes avec des experts pour avoir des conseils? Est-ce que tu... Au début j'avais un agent. Mais là, ça va faire bientôt 2 ans que j'en ai plus. Puis au début, c'était nécessaire parce que, tu sais, mettre un prix sur moi, c'était comme quelque chose qui était touché là, dans les négos avec les compagnies. Puis c'était tout le temps... moi, j'avais de la misère à vraiment demander la valeur que ça valait vraiment, tu sais. Ouais. Surtout que moi, il y avait beaucoup de compagnies qui m'approchaient qui étaient, tu sais, des petites startups avec des bonnes valeurs, là, tu sais. Hey, veux-tu faire la promo de nos pâtés jamaïcains vegan? C'est comme, je comprends, mais t'es fait dans ta cuisine, puis si je te charge mon plein prix, ça va paraître dans ton budget. C'est pas comme si, justement, Olimel rejoigne quelqu'un et dire, veux-tu parler de nos ailes de poulet? Les autres, c'est comme, OK, je vais te charger tant, puis je m'en sac, là, tu sais. Ouais. Là, c'est comme, c'est des compagnies que tu veux aider un peu parce que c'est vegan, parce que ça fit avec toi. Des startups, tu veux les aider. En même temps, tu veux pas undersell ta valeur, puis là, tu te sens cheap si, mettons... Ça, c'est une autre affaire, tu sais, dans le mouvement vegan, mettons, quand je disais ma valeur, quand je disais qu'est-ce que ça valait une publication, qu'est-ce que je chargeais aux autres à une compagnie, tu sais, des fois, le mot se passait que je faisais pas ça pour la cause, tu sais, puis là, t'es comme, ouais, mais en même temps, je peux pas commencer à faire de la pub gratuitement, puis en même temps, c'est ça, je me sentais comme mal là-dedans. Fait qu'en engageant un agent, ça a réglé ce problème-là, tu sais. Ouais. Jusqu'à ce que, flash forward, 1 an et demi après avoir travaillé avec mon agent, j'ai appris un petit peu la valeur que ça valait, puis j'ai appris que quand une compagnie me rejoignait, je disais, hey, genre, en toute transparence, j'accepte pas les partenariats non rémunérés, voici la valeur, puis c'est pas négociable, tu sais. Ouais. Fait que là, maintenant, j'ai comme j'irai pas en bas, si vous... L'espèce de truc de comme, notre client a juste $200 de moins, c'est comme, mais too bad. Tu sais,
ça marchera pas. Là, Ouais, tu mets de l'avant tes prix. Puis voici ça, mes prix, puis c'est ceux-là. Puis en faisant ça, il y a comme pas de place à négociation. Puis moi, ça règle beaucoup de mes problèmes. Là. Ouais, puis c'est ta business dans le fond. Là, tu vends, c'est pas du. Tu vends ta personne. Là. C'est sûr que tu peux pas. En fait, je vends de l'espace publicitaire. C'est ça l'idée. Là, au même titre que si j'avais en haut des urinoirs, là, c'est un peu ça. Là. Je vends de l'espace publicitaire sur une plateforme, puis cette plateforme-là vaut tant. Cette plateforme-là, c'est moi, oui, sauf que ça reste un espace publicitaire. C'est pas moi que je vends nécessairement comme l'espace publicitaire. C'est-tu des produits que, en ce moment, tu as combien de produits ou marques t'endosses? J'ai remarqué, tu portes souvent du New Balance. Oui, New Balance, c'est un partenariat à long terme. Okay. Ça, c'est vraiment le fun. C'est un peu leur... pas porte-parole, mais comme un ambassadeur New Balance. Là, on a fait plusieurs projets ensemble. On a fait une playlist pour les gens qui veulent s'entraîner sur Spotify. On a fait des capsules dernièrement avec un expert de la course pour la course en hiver. C'est vraiment ça, c'est le genre de partenariat que j'adore. Là, où est-ce que là, c'est comme à long terme, puis c'est plus organique. Là, ça rejoint ce que tu fais aussi. Oui, exactement, 100%. Exact, 100%. Si les gens te suivent là, en ce moment, c'est surtout ça. C'est plutôt le sport. Là, que tu t'en vas. Le sport et la bouffe. Mais si on revient en arrière, qu'est-ce qui a été le premier projet en sortant de OD, outre peut-être là, tout ce qui est influenceur? Quel est ton premier projet? C'est quoi ton initiation à l'entrepreneuriat? Ouais, ça a été Vegan mais pas plate, en fait, avec mon ancienne copine Jessie. On a lancé Vegan mais pas plate. Au début, c'était juste un livre qu'on a lancé parce qu'on s'était fait approcher par Pratico-Pratique, qui était une maison d'édition. Fait qu'au début, c'était juste un livre de recettes. Puis là, quand le livre a eu le succès que ça a eu, notre premier livre, il a vraiment vendu pour, I guess, plusieurs raisons. La première étant que il y avait nos faces dessus, puis on sortait tout frais d'Occupation Double. Fait que c'était le monde passait dans leur allée d'épicerie, ils voyaient. Il y a quand même pas mal de monde qui avait voté pour nous, fait qu'ils voyaient les personnes qui avaient voté pour, puis ils achetaient le livre. Puis l'autre raison, c'était parce que le véganisme était vraiment à la hausse. Là. Il l'est encore d'ailleurs. Fait qu'on a fait ça, puis là, après ça, il y a une couple d'opportunités qui sont venues par rapport à Vegan mais pas plate. Fait qu'il est venu le temps de s'incorporer. Puis après ça, ça a été des plats congelés, ça a été une bûche de Noël, ça a été plein d'affaires. Puis c'est probablement, pardon, de tous les projets que j'ai fait, probablement le projet qui avait le plus haut potentiel de fonctionner. Le plus haut potentiel de vraiment fonctionner, là, où est-ce que là, on était rentré dans les Costco, au retail avec les plats surgelés, on était dans le métro. C'était vraiment une grosse affaire. Sauf que ça a été aussi un des projets les plus difficiles à mener parce que justement, il y avait du potentiel, puis on n'était pas les seuls à le voir. Fait que là, on s'est comme un peu perdu en est dans les négociations, puis dans les contrats avec des tierces parties pour des... pour peu importe, là, de la logistique vraiment mal faite, que si c'était à refaire... Maintenant, je sais, je saurais quel piège éviter, mettons. Bâtirais une équipe ou... Non, sauf que je serais vraiment plus clair dans la direction que je veux que ça prenne, tu sais. Juste un exemple rapide, on négociait pour des droits de licence pour les plats surgelés, par exemple. Au début, c'était, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste donner la licence pour un pourcentage des ventes ou est-ce que là, il y avait d'autres mondes qui voyaient le potentiel de ça, mais nous, on voyait aussi le potentiel de s'allier avec d'autres mondes. Fait qu'on disait, on pourrait faire une autre affaire. Sauf que là, quand c'est venu le temps de faire un autre genre d'entreprise, entre guillemets, tout le monde voulait un petit peu sa part. Puis là, nous autres, on n'était pas des personnes d'affaires très aiguisées à ce moment-là. Des petits requins. Là. Puis là, nous autres, on savait pas trop. Fait que là, on commence à payer un avocat qui sait quoi faire, coûte cher. Pas le roulement pour être capable de payer un avocat pendant des négos de même, alors que de l'autre bord, il n'avait en masse. Puis là, tout ça, c'est du temps qu'on a perdu à ne pas vendre de plats, à ne pas grossir le truc. Fait que si c'était à refaire, tu sais, je dirais, voici un contrat de licence bien basic. On fait un pourcentage sur les ventes, puis that's it, là, ça règle le problème. Pendant ce temps-là, nous autres, on se concentre à faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire vendre les trucs, parce que c'est notre image, parce que c'est ça qu'on fait. Puis on développe d'autres produits avec d'autres mondes, puis d'autres, tu sais. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que si c'était à faire, je le referais comme ça. Parce que tu n'avais pas de contrat au début avec les gens avec qui tu t'associais? On en avait. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on on allait de l'avant
sous des ententes orales, OK. en se disant avançons pour être les first to market pendant qu'on négocie le reste. Sauf que là, c'est comme ça te met dans une position où est-ce qu'il y a déjà des ventes qui sont en train d'être faites pendant que tu es en train d'essayer de négocier. Fait que là, la négociation est teintée par le succès des produits. Puis là, c'est que tout ça devient vraiment complexe. Là, OK. fait que Une mauvaise. Est-ce que c'est le peut-être l'envers du fait qu'il y a beaucoup de monde qui vous approchait d'avoir cette notoriété-là, ou c'est plus le fait de se lancer et de complexifier, de vouloir avoir trop de... Je pense que c'est le fait qu'on savait pas vraiment la valeur exacte de cette notoriété-là, mettons. OK. Tu sais. Comme, Parce que nous autres, ouais. pour nous, avoir une usine qui peut créer des plats surgelés, ça vaut vraiment cher. Là, quelque chose que moi, j'aurais jamais, mais il y a quelque chose que les autres pourront jamais avoir, puis c'est la capacité, c'est cette notoriété-là, tu sais. Ouais, Puis ça, dans le fond, c'est beaucoup plus rare que quelqu'un qui a un financement pour s'ouvrir une usine, tu sais, dans le fond. Fait que, tu sais, nous autres, on comprenait comme mal ça. Puis au final, ça aurait pu être vraiment, tu sais, avec tous ces gens-là qui voulaient faire des produits avec nous, ça aurait pu être vraiment de quoi de super bénéfique. C'est juste que ça s'est perdu dans les dédales des négociations puis des avocats de tous les côtés. Puis là, ça a juste amené, on a juste perdu le momentum complètement, là, tu sais. OK, ouais. Puis ça, c'est quelque chose que... Ouais, puis ça enlève le goût aussi. Ça enlève absolument le goût, là, tu sais, c'était plus le fun, là, tu sais, pour personne, pour nous, pour notre fournisseur, pour personne, c'était le fun. Puis tout le monde voulait tirer de son bord, mais en même temps, tout le monde aurait, tu sais, on aurait tous gagné à juste comme à y aller pour moins, là, tu sais, pour tout le monde moins. Fait que ça, c'est un apprentissage. Puis l'autre apprentissage que j'ai eu par rapport à ça, puis c'est le même principe, c'est parallèlement avec le studio SF que j'ai lancé un petit peu après. Où est-ce qu'avec le studio, j'étais avec mon meilleur pote, j'étais partenaire avec mon meilleur ami Doom, avec qui je fais le Sans Fil podcast. Puis ce que j'ai réalisé rapidement, c'était que dans ça, il y avait vraiment deux versions de business partner, là. Dans Vegan mais pas plate, puis dans le studio SF. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'était vraiment important de te lancer en affaires avec des gens qui avaient exactement la même vision que toi. Parce que dans Vegan mais pas plate, avec Jesse, on avait deux visions quand même différentes de où est-ce qu'on voulait que ça aille. Chose qui a fait que éventuellement ça n'a pas fonctionné. Là. Éventuellement, moi, j'ai quitté Vegan mais pas plate, puis là, c'est elle qui l'a. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Mais c'est parce que nos visions étaient vraiment pas accordées. Là. Alors que dans le studio, avec Doom, je pense que le nombre de fois où on n'était pas d'accord sur quelque chose, je peux les compter sur une main. Puis chaque fois que c'est arrivé, on s'en parlait, puis l'idée la plus intelligente gagnait tout le temps, tu sais, que ce soit lui qui l'avait ou que ce soit moi qui l'avais, ou est-ce qu'on arrivait avec des arguments, puis c'est comme, OK, t'as raison, puis allons-y de l'avant comme ça. Ça, c'est le deuxième apprentissage que j'ai fait à travers tout ça, c'est vraiment avec qui tu veux te mettre en affaires, parce que cette personne-là va être là tout le temps. Puis il va falloir que vous soyez d'accord sur les décisions tout le temps. Puis ça, c'est tough quand c'est souvent avec quelqu'un que t'es pas capable d'être en accord nécessairement. Là, fait que te mettre en affaire avec c'était ta ma blonde, question, tes amis, tu conseilles ou pas, ou c'est sous certaines conditions? Sous certaines conditions. Je pense que, tu sais, vraiment, comme ça a vraiment marché pour le studio, ça a vraiment pas marché pour Vegan mais pas plate. Fait que, tu sais, la réponse est quelque part entre les deux, là, tu sais. C'est juste que je pense que c'est une question vraiment de vision sur le court, moyen, long terme. Puis aussi une question de valeur, carrément, là, tu sais. Puis ça, tu le sais pas nécessairement avant de te rentrer là-dedans. Ouais. As-tu des contrats? Avais-tu un contrat entre toi et Jesse? As-tu un contrat entre toi et Doom? Ouais, on a une convention unanime d'actionnaires dans les deux cas. On en avait une, là, ouais. OK, good. Fait que, c'est bon. Fait qu'au moins, vous y avez pensé un peu dès le départ. Si la relation se dégrade, exact. On met fin à ça. Ouais, puis, exact. Mais tu vois, c'est ça. Puis avec le studio, après ça, j'ai eu zéro. Tu sais, on a eu, comme je disais, aucun problème à ce niveau-là. Puis tu sais, quand on a lancé ça, c'était vraiment par besoin de nous. Parce qu'au début, le Sans Fil podcast, on le faisait dans ma cuisine. Ouais. Fait que tu sais, à chaque jour, on montait le stock, on démontait le stock. Puis là, il y avait tout le temps des problèmes techniques parce que t'es jamais
T'arrives, puis là, t'as oublié une batterie, puis là, t'as oublié une carte SD, puis là, la prise fonctionne pas. Il y a une caméra qui s'éteint pour aucune raison, qu'on sait pas. Les micros enregistrent mal, la carte de son part pas, le laptop se ferme. C'est arrivé souvent où est-ce qu'on avait des problèmes, là, tu sais, puis des problèmes à emmener. Je me rappelle, on avait Patrick Sénécal dans ma cuisine, tu sais, moi, je veux dire, je capote, là, tu sais, il vient chez nous, il est dans ma cuisine, puis là, il y a une des caméras qui chie, tu sais. Puis on avait 2 caméras, on avait un plan large puis un plan sur l'invité. Le plan sur l'invité chie. Fait que là, on fait Chris. On a Patrick Sénécal, puis on a juste une caméra qui est là, qui est vraiment... Puis en plus, c'était pas la meilleure caméra, qui est là, puis qui filme dans le salon. Puis je me dis, qu'est-ce que... Genre, fait que c'est là que ça a commencé, ton idée du studio. Ouais, après ça, on s'est dit, il faut plus que ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Il faudrait avoir un setup qu'on bouge jamais, tu sais. Fait que quand tu bouges pas le setup, t'as pas de chance. Ouais. T'as beaucoup moins de chances que ça chie, tu sais. Ouais, puis c'est cool pour toi. Tu peux t'asseoir puis parler. Tu peux faire record. Exactement, c'est ça. Il y avait quelqu'un à la technique dans le temps? Non, c'est ça. Si tu regardes les vieux podcasts, parce qu'on est dans mon salon, on est tout le temps en train de regarder. Parce on tournait l'écran de la caméra vers nous pour voir le point rouge. Puis là, on est tout le temps en train de se tourner vers les caméras. Il est-tu allumé? Ça marche-tu? On regardait l'ordi qui enregistrait le son tout le temps. Fait que t'as l'invité qui nous parle, puis là, nous autres, on est de même comme des caves à se concentrer sur autre chose. Fait que c'était vraiment pas optimal. Fait qu'on s'est dit, là, ça nous prend... Faut qu'on s'installe quelque part, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a loué la place, on a acheté tout l'équipement, on avait de l'argent les deux de côté. On a acheté tout l'équipement nous-mêmes, puis on a loué dans l'autre local, là, ici dans le même building. Puis après ça, on a fait, au début, c'était pas une idée de business nécessairement. On n'avait pas c'est juste vous. De plan. On s'est dit, nous autres, on va faire ça. Puis là, on commençait déjà à avoir des commanditaires, Terrien, d'ailleurs. Notre premier, je pense, ou un des premiers. Puis là, on disait, check, au moins, nous, on a tous les deux autre chose à l'extérieur de ça. Utilisons l'argent qu'on fait avec le sans-filtre pour se payer le local, le loyer, puis au moins, on aura juste à se pointer là. Inviter nos invités là, ça fait déjà plus professionnel que dans ma cuisine. Inviter le monde là, puis juste s'asseoir, puis faire ça. Fait que là, entre-temps... on a commencé à réfléchir, à se dire, tant qu'à faire ça, on pourrait essayer de, créer d'autres podcasts originaux, puis de 2, louer l'espace, tu sais. Puis là, de fil en aiguille, on a appelé Jay du Temple, qui est mon ami, puis j'ai demandé, hey, toi, t'as-tu un projet de podcast, ça t'intéresserait-tu? Comme de fait, il y en avait un. Fait que Jay du Temple discute, s'est lancé dans le studio, parce que là, on s'occupait aussi de la vente des publicités pour ça. Puis après ça, le temps d'un jeu avec Adamo qu'on a lancé. Après ça, Elle parle avec Léa Clermont-Dion. Puis après ça, plus récemment, Sexe oral avec Lisanne Nadeau et Johnny Grenier. Puis, tu sais, ça, de fil en aiguille, c'est ça, on a monté une équipe. Au début, on s'occupait de tout nous-mêmes. Puis là, tranquillement, on délègue. Puis... c'est ça, il y a plein d'affaires que je pourrais dire sur tout ce parcours-là. Mais c'est super intéressant. Puis le fait, après ça, d'aller vous produire des podcasts, mais ça, vous louez aussi à des gens comme nous là, qui utilisent l'espace. Puis je pense que c'est à un moment super... parfait là, pour la venue des podcasts, la démocratisation des podcasts. Pour des gens comme nous, c'est parfait dans le sens où est-ce qu'on connaît pas nécessairement tout ce qui est l'aspect technique de comment monter le podcast. On arrive, comme tu dis, on paye sur play, puis sur record. Juste à penser au contenu. Puis... Ouais, exact, c'est ça. Mais ça, c'était le truc principal, parce que nous autres, on était tellement tannés de s'occuper de la technique, puis on était chanceux parce que Doom, il est musicien dans la vie. Fait que lui, il connaissait ça un peu, tu sais. Ouais. Puis on a appris beaucoup, tu sais. On a cherché C'était... ça, je reviens là-dessus souvent parce que c'était... installer notre setup dans le premier studio... Ça prenait combien de temps? Chez nous, ça prenait peut-être... Fallait se préparer 1h30 d'avance, mettons. Mais ce que je voulais dire, c'était quand on a installé notre setup de caméra automatique ici avec un switcher dans l'autre studio, là. Ouais. Personne fait ça. Personne faisait ça, ou du moins, il y a personne qui a fait ça qui était sur YouTube, qui nous a expliqué comment faire ça. Là. Peux-tu l'expliquer pour ceux qui nous écoutent, peut-être? C'est quoi le switcher? Dans le fond,
ce qu'on a ici, c'est 3 caméras en temps réel. On a 4 micros. Puis on a une caméra plan large. Là, ici, vous me voyez sur une caméra, ceux qui écoutent sur YouTube, ou là, en tout cas, il y a une caméra qui est plan sur moi, plan champ sur moi, contre-champ sur vous. Puis ça, fallait être capable de faire un montage pendant l'enregistrement, parce que dans le business plan, on aurait pu enregistrer les 3 caméras séparément puis aller faire un montage en post-production. Mais ça l'aurait pris un temps fou, parce qu'au début, on faisait ça. Quand c'était chez nous, c'est ça qu'on faisait. On enregistrait ses cartes SD, puis après ça, Doom faisait le montage, mais un montage d'une vidéo de 2 heures où est-ce qu'on s'entrecoupe, puis ça y prenait à peu près 3-4 heures par podcast. Puis là, on se disait, si on veut faire ça, puis qu'on veut louer, c'est impossible qu'on doive faire 3-4 heures à chaque podcast. C'est juste infaisable. Surtout qu'au début, c'était moi qui étais dans le studio puis qui recevait les clients puis qui s'occupait de la technique. Fait que je disais, moi, mon temps, c'est sûr, c'est pas 3-4 heures à faire ça à chaque balado. C'est impossible. Ouais. Fait que là, on a essayé de se trouver un setup où est-ce que les caméras, en ce moment, ils n'enregistrent pas. Mais ce qu'on enregistre, c'est le feed des caméras. Fait que ce qu'ils voient en ce moment dans ce qu'on appelle un switcher. Fait qu'un switcher, c'est quelque chose qui nous permet de switcher les caméras. Fait que de changer de plan pendant que ça enregistre. Puis dans l'enregistreuse, dans le truc qui record, dans le fond, tout, le son rentre direct là-dedans. Fait qu'on est capable de synchroniser les deux. Fait que de faire un montage en temps réel. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que quand les gens finissent d'enregistrer, le podcast, il est fini. Il est monté, il est prêt. Il manque juste à modifier un petit peu le son, puis c'est fini, tu sais. Fait qu'une fois qu'on a réalisé ça, puis qu'on l'a fait, sauf que se rendre jusqu'à être capable de faire ça, ça a été un cauchemar. OK. Ça a été un cauchemar. D'essais et erreurs, on a passé des soirées complètes à Doom puis moi, être assis dans le studio, essayer des affaires, tester des trucs. Puis là, il y a tout le temps quelque chose qui chie. Là. Il y a toujours quelque chose qui chie. Puis ça, c'est une des affaires, une des raisons pourquoi je me dis qu'il n'y a pas tant de monde qui ont fait des studios de même au Québec encore, c'est parce que c'est compliqué. Là. Okay. Il y a tout le temps quelque chose qui chie. C'est jamais nickel, tu sais. Puis je me rappelle, à un moment donné, au début, on voulait l'enregistrer dans l'ordinateur directement, au lieu d'enregistrer dans un hardware séparé, là, tu sais. Parce que le hardware, il coûtait 3500 $, quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, on s'est dit, on va l'enregistrer dans l'ordinateur. Notre ordinateur marchait pas, c'était pas assez fort, fait qu'on s'est dit, OK, on a acheté un autre ordinateur, ça marchait pas encore. Puis là, on a réalisé que c'était pas l'ordinateur nécessairement comme la grosseur des fichiers. Fait que là, on va retourner notre ordinateur, puis là, on se retrouve face à face avec le problème qu'on n'est pas capable d'enregistrer direct sur l'ordinateur. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on a trouvé ce boîtier-là qu'on a acheté en n'ayant aucune idée si ça allait fonctionner ou pas, parce qu'on l'avait jamais testé. On a fait, I guess que ça doit être lui. Ouais. Fait qu'on l'a acheté. Finalement, ça a marché. Après ça, tu sais, il y a tout le temps des affaires. Il y avait un délai sur le son. Fait que là, on n'était pas capable d'enregistrer avec puis de synchroniser la voix avec l'image. Fait que là, il fallait gosser. En tout cas, ça a été pendant 2 bons mois à installer ça comme du monde. Puis une fois que ça a été fini, on a commencé à louer les studios pour des gens. On a commencé à produire les podcasts que je vous parlais. Mais au début, c'était moi puis Doom qui venait switcher les caméras manuellement pendant des heures et des heures au studio, là, pendant que le monde parlait, c'était nous autres qui faisaient ça. Puis là, jusqu'à temps qu'à amener on fasse, là, nous autres, autre chose à faire. En live, là, en arrière-plan, c'était vous. Ouais. Genre, où Nicole est aujourd'hui, là, c'était moi qui faisais ça. Puis là, je me disais, je peux pas faire ça parce que là, mon temps en ce moment, il est pas utilisé à grossir le truc, il est utilisé à faire du travail que pratiquement n'importe qui peut faire, tu sais. Ouais. C'est un bon lien, ça, Christophe, entre une des questions que tu avais. Là. Moi, ma grosse question, parce que vous savez, moi, je suis comptable, fait que les chiffres, mais tu sais, c'est ça, à quel point est-ce que quand tu te lances dans un projet, tu es quelqu'un d'analytique, là, tu sais, est-ce que tu regardes, OK, de l'heure, on fait tant, ou est-ce que t'es plus par passion que tu dis, OK, j'y vais. J'ai le feeling que, genre, on a un produit de qualité, ou est-ce que, tu le vois que, non, écoute, ça n'a pas d'allure, on passe trop de temps, on dépense trop notre marge sur chaque... ben tu vois, ça, c'est quelque chose qui est... C'est une bonne question. Parce que moi, initialement, quand on a lancé ça faisait pas monétairement du sens. Je me rappelle, Dom puis moi, on s'est assis au Starbucks proche de
proche de la métropolitaine, là, je me rappelle plus, dans le coin dans le coin de Saint-Michel. Puis on a regardé sur papier, mettons, de quoi ça avait l'air en termes de business plan, là, tu sais, pour que nous, on se paye puis que ça fasse du sens monétairement. Ça n'en faisait aucun. Là, le studio? Ça, c'était avant que vous lanciez? Avant qu'on avant lance. de lancer le studio, OK. Avant qu'on lance, parce que la seule source de revenus qu'on avait, c'était le Sans Fil podcast. OK. Puis là, on disait, voici qu'est-ce que ça nous prendrait pour que nous, on puisse... que notre temps puisse en valoir la peine. Puis le temps, c'était impossible. Là. Ça fonctionnait pas pantoute. Là. Avec qu'est-ce qu'on avait, puis qu'est-ce qu'on avait à ce moment-là, puis même une projection, somme toute, optimiste de qu'est-ce que ça allait devenir. On allait travailler là, 60 heures par semaine pour 8 piastres de l'heure. Là, puis alors qu'on mettait tous les deux, on avait quand même d'autres choses qui allaient bien sur le side. Fait que ça marchait pas pantoute. Sauf que j'avais quand même le feeling clair que c'était une bonne idée malgré tout, tu sais. Ouais. Je sais pas exactement pourquoi, sauf que j'avais quand même ce feeling-là. Puis au début, effectivement, notre temps valait pas rien du tout, là, tu sais, rien. Sauf qu'à un moment donné, on a réalisé que ce risque-là, mettons, on l'avait pris, puis que là, ça commençait à fonctionner. Le risque commençait à être justifié par les résultats qu'on avait, par le nombre de clients qui venaient, par les commanditaires qui arrivaient sur J'ai du temps de discute. Puis là, on n'était pas encore rendu à un point où est-ce que notre temps était rentable. Sauf qu'on était rendu à un point où est-ce que ça marchait mieux qu'on avait... Il y avait de l'intérêt. Qu'on avait estimé. Ouais, ça grandissait. Ouais. Puis là, après ça, c'est là qu'on a pris une couple de décisions qui faisait pas de sens, mais qu'on avait le feeling qu'elle allait en faire. Par exemple, engager Nicole, ça a été la meilleure décision qu'on a prise au studio, parce que probablement c'est le meilleur dude, là, vous l'avez rencontré. Ouais. Puis il est sharp, tu sais, on a jamais de problème avec, sauf que quand est venu le temps de l'engager en se disant ce sera plus nous qui va mettre les... Tu sais, on faisait déjà pas de profit tant que ça, alors que c'était nous qui passaient 40 à 60 heures par semaine à être manuel là puis à quasiment pas se payer. Ouais, fait que là, comment qu'on va en faire? Payer un salaire. En payant un salaire, tu sais. Sauf qu'on s'est dit, si on paye le salaire, ce temps-là, on le met dans autre chose. Puis c'est dur à calculer parce que tu le sais pas qu'est-ce qui va se passer si tu mets ton temps dans autre chose, dans l'acquisition de clients, dans l'acquisition de sponsors, dans ces affaires-là. Difficile à prédire, tu sais, parce qu'on l'avait jamais fait. Mais on a fait, hey, écoute, ce move-là fait pas full de sens, mais sinon, on a deux choix. Soit on vire fou à faire ça, à sentir qu'on perd notre temps, ou bien on fait ce move-là, puis adviendra ce qui arrivera. Fait ce move-là, puis le move se rentabilise en dedans de 2-3 mois, où est-ce qu'on fait, OK, non, ça valait vraiment la peine. T'sais. Puis ça, on l'a fait une couple de fois dans l'histoire du Studio SF, mettons, de faire un move qui fait zéro sens, puis de le rentabiliser après, mettons. Ouais. Puis ça, c'est tough à calculer. Mettons. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs vont faire face dans leur vie. C'est que, tu sais, c'est un cercle vicieux. Plus que tu passes de temps à travailler, à faire la production de ton produit, moins que tu as de temps de le vendre, le développer. Exact. Puis moins que tu passes de temps à vendre, le développer, moins que tu as d'argent pour engager quelqu'un. Mais c'est un risque qu'il faut que tu prennes. Exact. Il faut que tu prennes. Donc, je pense que c'est du fait que vous l'avez réalisé vous-même, là, je pense que c'est pas une question que ça avait pas de sens, mais c'est une question de... Ça prend du guts. Là. Ouais, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui... Il faut que tu aies un penchant pour quelque chose qui va te mener dans une bonne direction. Ouais. L'entrepreneur, c'est ça, je pense, qui fait un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui a du guts puis qui a pas peur de se lancer puis de prendre le risque. Ouais, ou tu planifies le mieux que tu peux, mais à un moment donné, il y a autant que tu peux faire pour planifier, puis penser, puis prédire que il faut que tu l'essayes. Ouais, puis une des affaires aussi, tu sais, puis nous autres, moi, c'est le conseil que je donne tout le temps quand le monde me demande qu'est-ce que je devrais faire pour mon podcast ou des idées ou qui me demandent mon opinion sur X ou Y projet, c'est de le faire. Ouais. C'est de juste le faire, tu sais, d'arrêter de te poser des questions puis de juste le faire parce qu'à amener, je veux dire, tu peux attendre tant que tu veux. Tu peux. Tu sais, nous autres, le Sans Filtre podcast, Dom puis moi, ça faisait longtemps qu'on cherchait
quelque chose à faire en commun parce qu'on se voyait plus tant que ça, puis on est des meilleurs amis. Fait que, tu sais, ça a commencé à être poche, là, tu sais, la vie prenait son cours, puis on n'avait plus vraiment de raison de se voir. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, on écoutait tous les deux des podcasts. On a fait, hey, on pourrait se partir un podcast, tu sais. Puis 2 semaines plus tard, on sortait notre premier podcast. Wow, ça a été fait que, tu sais, rapide. on a fait, les deux, on a dit, on fait-tu un podcast? On fait un podcast, man. Genre, c'est le fun. Quand on jase, quand on parle, des fois, on est capable de bien faire ça, tu sais. Fait que, allons-y. Fait qu'en 2 semaines, on avait tout de fait. Puis, tu sais, au début, on réécoute nos podcasts, comme je vous disais tantôt, là, on réécoute nos podcasts, puis c'est pas bon, là. C'est pas bon, là. Ben, non, mais dans le sens, c'est pas comme c'est maintenant. On est vraiment ailleurs, autant au niveau technique qu'au niveau esthétique, qu'au niveau nous en tant qu'animateurs. Ça, c'est la chose qui s'est améliorée le plus. Là. Mais tu sais, tout ça, c'est... Si on s'était limité à dire hey, notre projet est pas prêt, notre logo il est lettre, c'est comme non, okay. C'est pas ça, là, vas-y, lance-le. Puis comme de fait, quand on l'a lancé, si on l'avait lancé 6 mois plus tard, il y avait déjà 12 nouveaux podcasts au Québec qui étaient lancés. Puis, tu sais, on l'a lancé vraiment à un bon moment où est-ce que les gens nous ont comme découvert les podcasts à travers ça. Puis, ça l'a ouvert la porte après ça. Là, évidemment, il y avait des podcasts qui existaient avant le nôtre, là, sauf que ça l'a ouvert la porte après ça à lancer plein d'autres projets, plein d'autres podcasts. Puis, c'est ça, c'est juste qu'on l'a fait, tu sais. Ouais, t'as quand même un don, là, je remarque, d'être dans les premiers qui se lancent, tu sais, avec le véganisme au Québec. T'es quand même, tu sais, une des figures, là, les plus, connues à ce niveau-là. C'est plus Jesse que moi, là, faut donner à César ce qui revient à César. Je parle Jesse et toi. Ouais. Est-ce que t'étais vegan avant de la rencontrer? Non, mais j'étais conscient, par exemple, des impacts. Ouais. J'étais conscient. J'étais encore un bon consommateur de viande. Par contre, j'avais grandement diminué ma consommation de viande. Pour l'environnement, moi, c'était vraiment ça le point principal. Là, parce qu'à un moment donné, je me rappelle, tu sais, moi, j'avais un char. J'habitais dans Montcalm à Québec. Je sais pas si vous êtes un peu connaisseur de Québec. Non, pas tant Montcalm, que ça. c'est sur la Montcalm, rive c'est nord. Montcalm, c'est la rive nord. C'est entre, c'est vraiment à mi-chemin entre l'Université Laval puis le Vieux-Québec, mettons. Okay. C'est vraiment... Moi, j'habitais là, puis j'avais un char, sauf que par souci environnemental, je faisais tout en vélo, même l'hiver. Tu sais, j'allais à l'université en vélo, ben je descendais en Basse-Ville en vélo, tout le temps. Tu sais, mon char, c'était vraiment juste quand j'allais chez mes parents ou quand... juste par souci environnemental, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, à l'université, il y avait genre un stand de gens qui discutaient de l'impact des gaz à effet de serre dans plusieurs milieux, dans le fond, dans plusieurs plusieurs secteurs. Puis là, je me rappelle, j'avais vu que l'industrie agroalimentaire émettait plus de gaz à effet de serre que l'industrie du transport dans son ensemble. Ouais. Puis là, moi, j'ai fait « What the fuck? » Fait que là, je suis allé creuser un petit peu plus dans cette info-là. Puis là, je me disais, je me fais chier en vélo tous les jours en vélo, alors que tout ce que j'ai à faire, mettons, parce que ça c'est une grosse décision quand même de prendre ton vélo tout le temps pour te déplacer, alors que quand tu vas à l'épicerie, si tu changes d'allée, mettons, si tu achètes du tofu à la place de ton steak, ben tu viens d'avoir bien plus d'impact que d'avoir pris ton vélo cette journée-là, tu sais. Ouais. Je me suis dit, ça fait pas beaucoup de sens, t'sais. Fait que là, moi, j'avais diminué beaucoup déjà, mais je mangeais encore pas mal de viande, Ouais. Okay. Mais non, parce que c'est ça, moi, ça a été ma... Tu sais, je savais c'était quoi, mais le fait de mainstream, tu sais, moi, ça a vraiment été avec toi puis Jesse, puis que je vous connaissais pas de OD avant. Moi, mon introduction à PH, ça a été la bûche, là. Ah ouais, hein? Ouais. C'était bonne, la bûche était vraiment bonne. Ouais, fait que ça a été un... Puis c'est pas de la viande, là, on s'entend que c'est facilement remplaçable. Ouais. Mais c'est ça a été comme un peu dans les premiers mainstream que moi j'ai été conscient de. Même chose avec les podcasts. Je connaissais déjà des podcasts avant, mais dans les premiers, là, c'était le Sans Filtre là, qu'on est arrivé. Fait que, puis je pense que c'est aussi un peu... ça reflète un peu ce que tu disais de... Tu sais, go. Vas-y, là, lance-toi, puis exact. Puis vas-y. Puis en... Fait que t'as le studio, t'as le podcast, t'as ta marque. Quoi d'autre que t'as? Est-ce que le podcast, c'est ta plus grosse entreprise? En ce moment, c'est ce qui utilise le plus de mon temps. Okay. Ouais. Comment est-ce que tu sépares ton temps? Comment est-ce que tu gardes une portion les entreprises, nouveau projet? Bonne question. Ouais. En fait...
Il y avait, je voulais juste. Juste avant de répondre à cette question-là, pour revenir sur ce que tu disais, d'être un peu tout le temps à l'avance, mettons. Là. Ouais. Moi, j'ai je veux pas faire quelque chose juste pour faire quelque chose. Dans le sens où, chaque fois que je pense à un projet ou que j'ai envie de me lancer dans quelque chose, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais quelque chose que j'aurais moi-même besoin, mettons. OK. Parce que je peux pas me le procurer facilement maintenant. Là, le véganisme, c'était ça. Tout ce qu'on a fait avec Vegan mais pas plate, c'était des trucs que j'aurais consommés, mais qui n'existaient pas ici, que je pouvais pas avoir là. Au niveau de la qualité que je voulais, au niveau des ingrédients, de la saveur, de ça. Je pouvais pas l'avoir. Le Studio SF, ça n'existait pas. Je pouvais pas aller... Ouais. Si on aurait pu, dans un... Tu sais, je veux dire... ici, c'est quand même... c'est pas si dispendieux pour le service qui est offert. Là, c'est quand même vraiment raisonnable. Si on avait eu accès à ça, peut-être qu'on aurait fait ça parce qu'au final, ça nous aurait coûté moins cher de louer le studio que de le starter au complet. Là, c'est exactement la réflexion que nous, on a eue de dire, écoute, d'acheter l'équipement, d'apprendre la technique, d'avoir quelqu'un à la technique là, qui le fait pour nous. Nous autres, c'était un non-sens là, de le faire nous-mêmes là, quand on avait ça. Exact. Juste un équipement, là, je veux dire, t'en as pour une cinquantaine de podcasts. Nous autres, on le sait, là, plus que 50 sûrement. Là. Puis les gens réalisent pas à quel point, quand nous autres, on te connaissait de la firme comptable est en partenariat avec le studio puis avec Sans Filtre, mais on s'imagine, ça coûte cher là, de produire ça. Mais quand on entre en contact avec toi, puis c'est vraiment, on est comme, ok, c'est juste ça que ça coûte. Puis je pense que ça découle directement du fait que les automatismes que tu as essayé de mettre en place, justement pour le rentabiliser. Pour être capable de l'offrir à filtre. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Puis tu sais, la raison pour laquelle on est capable de le faire à ce prix-là, justement, c'est à cause de cette recherche-là qu'on a faite. Ouais. Sauf que, tout ça pour dire que si ça existait avant, on aurait eu recours à ça à la place de le starter nous-mêmes. Sauf que là, de dire, lançons-nous là-dedans parce que... Fait que ça, c'est un peu la réponse au pourquoi. Puis même chose avec le nouveau produit que je vais lancer là, on en reparlera, mais c'était parce que ça n'existait pas. C'est pour ça que... vas-y, tu teases un peu les... Ouais, OK, dans le fond, c'est un produit, un supplément pour sport d'endurance. Ça s'appelle Upika. La compagnie s'appelle Upika. Le premier produit s'appelle Upika Endurance, qui est une poudre, dans le fond, que tu mélanges à de l'eau pour le sport d'endurance. Puis ce que je voulais, en fait, c'était de quoi de premium. Tu sais, je voulais pas... parce qu'il y a beaucoup de crap qui se fait sur le marché, qui est fait avec souvent des restants de l'industrie du maïs, là, du glucose, fructose qui est des restants d'autres industries. Puis ça fait que c'est des sucres, des glucides, en fait, qui sont vraiment tough à digérer. Fait que, mettons, moi... pour avoir fait des entraînements de marathon, pour avoir essayé un 80 km l'été passé. D'ailleurs, félicitations, parce que j'avais remarqué que des fois, les influenceurs, ça pose juste des succès. Puis celui-là, t'as pas eu peur de... Écoute, j'ai pas... tout le monde avait embarqué avec moi dans cette histoire-là, fait que j'allais pas commencer à leur mentir. Là. Toute la journée, j'ai dit hey, vous venez avec moi dans le 80 puis on va voir comment ça se passe. J'avais fait un marathon la semaine avant, j'étais défoncé. On savait pas, c'était mon premier ultra, je savais pas ce que ça allait donner. Finalement, à 56 km, j'ai dû arrêter. C'est quand même très bon. C'est correct, sauf que c'est sûr, j'aurais aimé ça le finir, puis ça reste dans mes projets. Ça reste dans mes projets pour l'été prochain. Mais tu sais ça, puis moi, un des problèmes que j'avais, c'était souvent, mettons, quand je prenais des poudres comme ça, fructose, glucose, dextrose, des carbs lourds pour l'estomac, des carbs difficiles à ingérer. Puis ça tombe vite sur l'estomac, ça tombe sur le cœur. Fait que, mettons, tu veux en consommer beaucoup parce que tu en dépenses beaucoup puis tu as besoin d'énormément d'énergie. Sauf que plus tu en consommes, plus c'est dur d'avaler, plus c'est dur de digérer, moins ça te tente d'en prendre. Ouais. Alors que c'est là que ça t'en prend le plus. Fait que ça, c'était vraiment un enjeu que j'avais. Puis moi, dans ma carrière de natation, je trouvais que ça manquait grandement
de quoi de qualité parce qu'on passait 25 heures d'entraînement par semaine, puis tu prends de la crap comme carburant, tu sais, ça fonctionnait pas. Bref, il y a des compagnies qui travaillent avec de la dextrine cyclique, qui est un carbs à vidange gastrique rapide. Fait que ça fait que tu le digères vraiment vite, puis ça reste pas dans ton estomac, puis ça crée pas des boules, puis ça passe vraiment mieux. Sauf que ces compagnies-là qui font ça, premièrement, c'est un carb qui coûte pas mal plus cher que toute la crap que, mettons, qu'il y a dans le Gatorade, par exemple. Ça coûte vraiment plus cher, fait que le produit est plus dispendieux. Puis deuxièmement, ces compagnies-là étaient aux États-Unis. Fait que moi, le supplément que je prenais, qui était un supplément qui venait du Texas, fallait que je le fasse venir ici, fallait que je paye les douanes, puis fallait aussi que j'encourage les États-Unis. Puis ça m'intéressait un petit peu moins, tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire ce produit-là? Parce qu'au Québec, on a quand même une belle culture de sport, là, tu sais. On a juste à penser à tous les marathons qu'on a, on a à penser à le Arikana Ultra Trail à Malbaie, le Québec Ultra à Mont-Sainte-Anne, le Ironman Mont-Tremblant. On a vraiment des belles cultures de sport d'endurance, la traversée du lac Saint-Jean, toutes ces affaires-là. À l'extérieur aussi, on a des belles montagnes, on a des beaux paysages. Puis pourquoi on n'aurait pas non plus de quoi pour ce monde-là qui prennent leur entraînement au sérieux, mais un produit de qualité qui vient du Québec? Parce que moi, je sais que je l'aurais acheté. S'il existait, c'est ça que j'aurais pris. Puis là, il n'existait pas. Fait que je me suis dit, créons-le. Dans le fond, j'avais un bon ami à moi qui s'appelle Julien Haroun, qui a une compagnie de suppléments qui s'appelle Believe Suppléments. Puis lui, Believe Suppléments est client de son autre compagnie qui s'appelle Believe Lab, où est-ce qu'il crée les produits. Fait que moi, je l'ai appelé. On a développé ça avec un gars qui est un spécialiste de développer des formules, faire la formule vraiment parfaite. On a fait plein de tests. Puis comme de fait, je suis arrivé avec le meilleur produit que j'ai pris pour le sport là, de loin. Là, fait que c'est des carbs à digestion rapide qui ne bloquent pas l'estomac, puis j'imagine il y a des électrolytes. Dans le fond, c'est carbs, 25 grammes de glucides. Là-dedans, il y a 16 grammes de dextrine cyclique, comme je vous parlais. 300 mg de sodium pour la rétention d'eau. Profil complet d'électrolytes, magnésium, potassium, calcium. Supplémentation en taurine, vitamine C, vitamine B pour l'endurance musculaire sur les sports, sur les efforts de longue durée. Fait que c'est vraiment un produit ultra complet avec le branding basé sur le paysage du Québec, sur le outdoor, sur l'extérieur, les montagnes. Puis, félicitations. Merci, cool. C'est vraiment cool. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont des athlètes ou qui font beaucoup de sports d'endurance, comment est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Est-ce que c'est disponible? Début 2022. Début 2022, là, on a reçu toutes nos matières premières. J'ai reçu le packaging la semaine passée. Je vais le porter justement tout de suite après le podcast. Je vais le porter au lab. Puis début 2022, ça va être lancé. Plus de nouvelles sur upica.ca. Puis en quoi est-ce que ton expérience justement dans le domaine agroalimentaire, qu'est-ce que tu as fait différemment cette fois-ci? La première chose que j'ai fait, c'est que c'est fait... Ben, en fait, la première chose que j'ai fait de mon expérience d'entrepreneuriat, c'est me dire je suis seul. OK, ouais. Okay. Puis quand je dis je suis seul, c'est pas vrai que je suis seul parce que j'ai ma soeur et mon beau-frère qui ont investi dans la compagnie, qui ont un pourcentage des actions. Aussi parce que mon beau-frère, il a beaucoup d'expérience en logistique. Okay. Fait qu'en shipping, lui, il a une compagnie, une maison d'édition qui a fait sa grosse partie de sa business en ligne. Okay. Fait qu'il y a déjà cette expérience-là. Puis l'autre affaire que j'ai... Mais moi, j'ai vraiment la grosse partie des actions. C'est toi la décision. C'est moi qui prends toutes les décisions, c'est moi qui gère le day-to-day, c'est moi qui fais littéralement tout. Puis ça, j'adore ça. Au sens où il n'y a pas de décision qui se prennent ou qu'il n'y a pas de chicane, il n'y a rien jamais. C'est tout le temps moi qui prends la décision. Puis l'autre affaire aussi que j'ai fait, c'est que je ne m'enligne pas pour le retail. Du moins, vraiment pas de suite, parce que le retail, c'est compliqué, les marges sont dégueu, c'est des contrats pas possibles, c'est du listing à l'infini, c'est vraiment touché. Fait que ça m'intéresse pas pantoute, fait que pour l'instant, ça va être en ligne seulement. Vendre direct en ligne. Ouais, vendre direct en ligne, fait que j'ai monté une plateforme Shopify, toute la kit. Là, puis, cool. Tu mets le produit de l'avant, puis ça va être ça le marketing. Ouais, exactement. Éventuellement, c'est sûr que
c'est sûr que je veux faire affaire avec des athlètes. Fait que faire des partenariats avec des athlètes. Une autre affaire que j'ai appris, excusez-moi, par rapport à Vegan mais pas plate, il nous est arrivé une affaire une fois où est-ce que Santé Canada est débarqué à notre usine puis ils ont testé nos produits. Puis nous autres, on faisait affaire avec notre fournisseur qui, lui, faisait affaire avec des fournisseurs de matières premières. Puis ils ont trouvé des traces de lait dans notre faux fromage. OK. Puis ça, nous autres, le produit est vegan, fait qu'une personne allergique au lait, techniquement, peut l'acheter sans avoir peur de quoi que ce soit. Ouais. Mais il y avait des traces de lait dans notre produit. Fait que, puis tu sais, des mini-traces, là, c'était pas... c'était le gars, il avait coupé notre produit sur les mêmes plaques qui coupaient son vrai fromage. OK. Ce qui est quand même de la vraie merde quand que tu te dis vegan. Puis, fait une autre affaire que j'ai apprise, c'est qu'avant de travailler avec des athlètes, il va falloir que je fasse tester chacun de mes lots par une tierce partie qui va pouvoir me dire que ce lot-là n'a aucune trace de drogue. Parce que trop souvent, mettons, un athlète se fait... C'est arrivé le nombre de fois où il y a des athlètes qui se font pogner pour doping puis ils disent « Ah, c'est le supplément que j'ai pris. » La compagnie de supplément a fait « Non, c'est pas nous autres. » Sauf que si t'as pas de preuve d'une tierce partie, ils peuvent te mettre ça sur ton dos quand même. Puis là, c'est toi qui se ramasses avec cette merde-là. Fait que là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tester ça par une tierce partie avant de l'annoncer clairement comme étant drug-free, tu sais. Sauf que faire ça, c'est compliqué parce que parce qu'il faut qu'ils testent chacun des lots. Fait que faut que quand tu viennes... À chaque batch? À chaque batch. Parce que chaque batch peut être différente, tu sais. Ouais. Fait que chaque batch, il va falloir que les produits soient en quarantaine dans l'usine pendant qu'on envoie un sac de chaque au lab. Eux autres testent, nous ramènent les tests, puis là, OK, on sort le produit de quarantaine, puis là, on peut le faire. Fait que notre premier lot, il n'y a pas le petit logo drug free parce que on le sait pas. Ouais, moi, quand ils vont sortir, je veux commencer à en vendre déjà, là, tu sais. Ouais. Sauf que ouais, c'est quand même... Ouais, très bien pensé. C'est quand même touché. Ouais, c'est vraiment... Ah, ben moi, c'est parce que je viens de ça. Tu sais, moi, quand je nageais, je me faisais tester de temps en temps, puis je faisais vraiment attention. Au rouge et or? Ouais. Je prenais aucun produit qui n'était pas certifié drug-free par un tierce partie. Là. Ça, c'est la première chose qu'ils t'apprennent quand tu commences à faire des équipes provinciales, des équipes nationales. Première chose qu'ils te disent, c'est de checker ça. Là. Wow. Ouais. Non, ça va tellement plus loin que ce que j'aurais pu imaginer là, dans la complexité de ça. Produit, hein. Mais tu sais, on parle un peu de marketing, de faire affaire avec des athlètes. Puis ça me fait penser à quelque chose. Le studio, à quel point est-ce que c'est... en plus de ce que ça peut générer comme en tant que tel, mais à quel point est-ce que les synergies entre tous tes business font le fait que veux pas, les gens te connaissent du studio, tu as une plateforme pour mettre de l'avant tes produits que tu pars. Est-ce que c'est quelque chose qui te passe par la tête ou moi je pense que c'est vraiment peu importe, c'est quasiment deux affaires complètement différentes là, okay. Mais en fait c'est sûr que tout ça tout ça se complète, là, sauf que honnêtement, les gens qui me suivent, mettons, sur Instagram, c'est pas tout ce monde-là qui écoute les podcasts. Là. Ouais. Puis le monde qui écoute les podcasts, il y en a qui en ont rien à crisser de mon Instagram, puis il y en a beaucoup, là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir avec le produit, justement, parce que ça va me donner une bonne idée. Parce que moi, sur ma plateforme, je vais avoir un code promo pour mes abonnés qui veulent encourager la business ou des gens qui s'intéressent au sport, qui veulent, tu sais... Sur un autre code promo pour les écouteurs du podcast. Puis il va en avoir un autre pour les auditeurs du podcast. Puis juste, je veux voir pour le fun, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis sont où les athlètes? Qui sont où les athlètes? Les athlètes sont sûrement plus sur mon Instagram, même s'il y en a quand même pas mal qui écoutent le podcast. Je sais pas. Honnêtement, c'est curieux, mais c'est sûr que tout ça est comme un 360 complet. Ouais, là, c'est pas, on vit pas en silo. En silo, ouais. Mais c'est ça, je me demandais à quel point est-ce que ça fait partie de ton plan d'affaires, de ton plan de carrière. Mais tout ça va être utilisé j'utilise mon compte Instagram pour promouvoir le podcast. J'utilise le podcast. Je vais utiliser le podcast pour promouvoir les autres affaires. Le podcast. Puis après ça, on peut aussi séparer le sans filtre et le studio SF. Là, Le sans filtre podcast, on l'utilise beaucoup pour la promo du studio.
Ouais. Puis moi, mon compte Instagram, je l'utilise aussi pour la promo du studio. Puis tout ça, tu sais, le studio SF, là, en ce moment, une des raisons pourquoi, parce que là, on a fait un autre gros move qui était pas intelligent, Vous mais avez qui allait... déménager à Grandi. On a déménagé dans une place qui coûte 3 fois plus cher. Ouais. Puis ça, c'est un gros move parce qu'on n'a pas triplé notre clientèle. Non. Sauf qu'on s'est dit, on va faire ça parce que là, on est quasiment à pleine capacité dans le studio qu'on a ici. Fait qu'il faut être capable d'avoir d'autres espaces. On sait aussi que le fait que le décor soit semblable tout le temps, ça commence à irriter, pas à irriter des gens, mais ça refroidit des gens de louer le studio qui disent, hey, mais moi, je veux pas que mon ouais. podcast soit dans la même place que tous les autres podcasts au Québec. Là, il y en a Ouais, vraiment ouais, beaucoup. c'est ça. Tu commences à les reconnaître. Ouais, comme, c'est ça. Eux, ils enregistrent là, Ouais, eux, ils enregistrent exact, là. c'est ça. Fait que là, nous autres, on veut avoir 2 autres espaces qui vont permettre aux gens de vraiment pouvoir choisir leur espace, puis qui va nous permettre aussi de débloquer plus de plages horaires. Mais tout ça pour dire que on s'est rendu jusqu'à quasiment une pleine capacité dans un local avec aucune promo. Ouais. La seule publicité qu'on a faite pour le studio SF, c'est sur le Sans Filtre podcast, puis un petit peu sur le podcast de Thomas Levac. Ouais. That's it. On n'a pas fait aucune pub sur Instagram, aucune pub sur Facebook. On n'a pas payé personne pour parler de ça. Puis là, on a rempli à pleine capacité. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait grossir. Puis une fois que tout allait être en ordre pour qu'on puisse vraiment commencer à faire de la pub pour de vrai, on allait en faire pour de vrai, puis on allait voir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Cool. Ouais. Puis pour revenir à une question qu'on n'a pas vraiment répondu tantôt, mais comment tu divises ton temps entre tous ces projets-là? Gestion de temps. Ah, c'est Ouais, bon. parce que, tu sais, c'est ça, là, tu parles de ton nouveau produit, t'as le studio, le T'as-tu des petits podcast. bébés d'entreprise que t'es comme, OK, vol de tes propres ailes, ou bien j'ai une autre idée qui s'en vient, puis... Mais en fait, sans filtre, vous le faites à quelle fréquence? Ben, on essaie de faire des blocs d'enregistrement. Là. On essaie, de faire des périodes de 2-3 jours où est-ce qu'on en fait 4-5. Okay. Ouais. Fait qu'après ça, on a comme un mois et demi de lousse, là, parce qu'on sort un podcast par semaine. Fait que ça demande quand même du temps, mais c'est vraiment des périodes ultra rochantes. Là, Ouais. Où est-ce que là, parce que nous autres, Ça prend la préparation. Ben c'est ça, nous autres, on se plaît à dire qu'on se prépare beaucoup. Fait que quand on arrive dans un podcast, on sait de quoi on parle, on connaît le sujet, puis je pense que c'est un peu ça que les gens aiment aussi. Ouais, le dernier, Sans j'étais Filtre, là. impressionné. Là, j'ai regardé, puis en partant, ils font la promotion du livre là, pour la masturbation féminine. Ouais. Puis t'avais lu tout le livre. Moi, j'avais lu le livre au Ouais, complet la veille. Ouais. C'est fou. Ouais, mais ça, c'est une des affaires, par exemple. On s'est fait dire par des invités tu sais, mettons justement, eux, là, les filles de ce livre-là, justement, du dernier podcast qu'on a sorti cette semaine, les autres, ils nous ont dit que c'était en sortant, quand on a fermé la caméra, ils nous ont dit que c'était la conversation la plus motivante qu'ils ont eue sur leur tournée pour le livre, pour la promo du livre. Cool. Puis Okay. la raison pourquoi, c'est parce que j'ai lu leur livre. tu sais. Ouais. Je l'ai lu leur livre, puis il n'y a Ouais. pas beaucoup de monde qui prennent la peine de lire le livre. Puis quand les gens viennent nous parler d'un projet qu'ils viennent de faire, on les paye pas, les invités. Là, fait que c'est la moindre des choses de s'être préparé, d'avoir consommé ce qu'ils ont fait pour être capable d'en parler de façon intelligente. Puis moi, c'est aussi mon background, puis Doom, c'est le même littérature. principe en musique, mais moi, c'est mon background de littérature où est-ce que je suis capable de parler d'une œuvre créative, je suis capable de faire une critique de quelque chose, je suis capable d'avoir une conversation, somme toute, assez intelligente sur des sujets X ou Y. Fait que ça, moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Puis quand j'entends, nous autres, justement, il y a des invités qui viennent, puis off-cam, évidemment, puis là, je vais pas nommer de nom, mais qui disent qu'ils se sont fait inviter à un autre podcast, à une émission, puis qu'ils arrivent là, puis l'animateur, il a pas lu le truc, il y a un bullet point, 5 idées de sujets, puis c'est un peu un freestyle, mais c'est jamais la même chose que quand tu sais, moi, je me rappelle, quand j'essayais de faire comme si j'avais lu une œuvre dans des séminaires de maîtrise, là, puis que là, tout le monde a lu l'œuvre, puis moi, je fais comme si je l'avais lu, là. Ouais. Tout le monde s'en rend compte, puis moi, je suis le premier à me sentir comme une marde de pas savoir de quoi je parle, tu sais. Surtout, des fois, l'auteur était invité là, dans un séminaire, puis c'est comme, man, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Ouais. Bref, mon temps, revenons sur mon temps. On va y répondre. Le sans filtre prend, c'est ça, par moment clé. Puis dans ces périodes-là, mettons, de 4-5 jours, je fais pas grand-chose d'autre que le sans filtre. Okay. Puis m'entraîner. Mettons ça, m'entraîner, j'ai 1h30 minimum tous les jours. OK. Ça, c'est
couler dans le béton, peu importe l'heure, peu importe quand, non négociable, sinon je vire fou. Fait que ça, c'est on tasse ça déjà, c'est dans mon horaire. Après ça, le 4-5 jours du sans filtre, je fais pas grand-chose d'autre. Je me lève le matin, je réponds un peu aux courriels de nouveaux clients potentiels pour le studio. Ça me prend à peu près 2 heures chaque matin. Mais sinon, c'est le sans filtre, la préparation pour le sans filtre. Après ça, le studio, c'est vraiment ce qui me prend le plus de mon temps. Parce que c'est moi qui s'occupe des facturations, des soumissions, de gestion de clients, gestion d'employés, les payes, ces choses-là. C'est tout moi qui s'occupe de ça. Puis ça me demande quand même de mon temps. Puis c'est pas du temps qui est nécessairement le fun, mettons, pour moi. Là, ouais, c'est pas ce qui t'allume. Non. J'imagine ton but, c'est de automatiser ça le plus possible. Ben, c'est déjà pas mal automatisé, sauf qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des choses qui peuvent être déléguées. Tu sais, mettons, la gestion, comme quand t'es arrivé là, tantôt, la gestion de clients va pouvoir être déléguée éventuellement à Nicole, qui va pouvoir faire ça à ma place. Fait que ça va me libérer, tu sais, du bon temps pour faire autre chose. Là. Ouais. Mais ça occupe vraiment une bonne partie de mon temps. Puis après ça, PH Quentin, Instagram, c'est sporadique. T'sais, des fois, j'ai un contrat, ça arrive, puis je le fais. Ça me prend un avant-midi, mettons, là, faire un contrat, puis après ça, je passe à autre chose. Fait que l'horaire est pas super seté, mais je dirais qu'après ça, il me reste un genre de 25 à 30% de mon temps qui est dans le développement de ma nouvelle entreprise, de Upica. Okay. Puis ce temps-là, il varie. Ce temps-là, des fois, il est mis à des affaires incompréhensibles, là, comme juste faire une demande à Santé Canada pour avoir un numéro de produit naturel. C'est probablement la chose la plus compliquée que j'ai faite de toute ma vie. Puis tu sais, là, tu fais ça, puis tu sais pas si t'as fait la bonne affaire, puis là, c'est ben là, ça va prendre de 3 à 6 mois, puis là, t'es comme, OK. De 3 ou 6, parce que c'est pas le même affaire. Fait que c'est à peu près là que je mets mon temps. Ouais. Puis l'idée de faire ça, parce que j'aurais pu prendre ce 30%-là puis le mettre dans le studio, mettons, tu sais, probablement que si j'avais fait ça, on aurait déjà les autres studios finis, puis ça serait déjà, tu sais, on serait déjà en train de rouler. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que on a commencé avec le studio à se verser des salaires comme constants. Puis moi, après ça, la business Instagram, comme ça commençait à bien aller. Puis là, alors que mes amis qui ont mon âge commençaient à parler d'investir dans soit les NFTs ou soit la crypto ou encore en immobilier ou bien à bourse, moi, ces conversations-là, même si j'avais de l'argent à investir dans l'absolu, ces conversations-là me créaient une anxiété énorme. Je n'étais pas capable de discuter, de commencer à penser à investir de l'argent. Même CELI ou REER, ça me... Parce que tu voulais la garder pour tes idées? Non, justement. Non, juste pas parce que je suis jamais... C'est la première fois que tu as un surplus? Ben, c'est la première fois que j'ai un vrai surplus, mais c'est aussi... C'est que ça m'intéresse tellement pas. OK. L'investissement... Puis la planification financière de mon futur, comme ça m'intéresse aucunement. Là. C'est la dernière chose que j'ai envie de m'asseoir puis de penser, là, puis de faire, ben là, qu'est-ce que je veux faire? À quel taux d'intérêt? Est-ce que c'est risqué? Ça, là, ces conversations-là, quand, mettons, dans une soirée entre amis, ça se met à parler de ça, là, et je m'en vais, là, où je joue avec le chien, là, parce que je veux pas... Ça m'intéresse sweet fuck all. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce surplus-là, tu sais. Puis le projet, justement, du Pika, je l'avais en tête depuis un bout. Fait que je me suis dit, hey, check, à la place, je vais juste investir dans quelque chose que je vais moi-même contrôler à 100%, dans le fond. Fait que l'idée est comme venue de là. Fait que c'est pour ça que là, je me suis libéré un peu avec Dom, tu sais, un 30% de temps pour pouvoir lancer là-dedans puis mettre mon énergie et mon argent dans quelque chose que je contrôlais, mettons. Je sais pas si c'est wise, mais du moins, ça m'intéresse beaucoup plus ça. Ouais, ça t'implique. Que ça m'intéresse beaucoup plus de mettre mon argent dans quelque chose que je contrôle que de commencer à penser à investir dans des dessins qui n'existent pas sur Internet, là, tu sais, genre. Ça. Puis est-ce que t'es quelqu'un... est-ce que après ça, t'as un autre projet en tête? As-tu toujours comme... Non, là, j'en ai pas en ce moment. Là, t'es comme... Là, c'est le... Tu sais, le Upica, ça doit faire...
ça doit faire 2 ans que je suis assis dessus, puis que je suis là. Puis, tu sais, là, ça fait peut-être, mettons, 6-7 mois que je l'ai vraiment lancé, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de délais pour plein d'affaires, faire le branding, faire tout ça, faire justement le numéro de produits naturels Santé Canada, c'est infini, faire venir les matières premières, tu sais. Ça doit faire 6-7 mois que j'ai lancé le projet, mais ça doit faire 2 ans que je suis assis dessus, que j'attends le moment que je me dis, il faudrait que je le fasse, faudrait que je fasse ça. Mais là, j'en ai pas d'autres. Puis est-ce que tu planifies que t'es comme, OK, là, ça va être mon projet à long terme? Ouais. Il va peut-être en avoir un autre, mais c'est pas... J'aimerais ça. Es-tu un entrepreneur en série ou est-ce que t'es comme, OK, je vais faire ça un petit bout, puis après, en attendant que je trouve quelque chose d'autre? Je pense que ces 3 entreprises-là que j'ai qui roulent présentement, je pense que je peux essayer de les installer comme du monde, les 3, sur le long terme, puis de voir ça comme un projet où est-ce que la croissance du studio, à un moment donné, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une croissance infinie possible, tu sais. On est loin d'avoir atteint le bout, là. Loin, je suis pas mal persuadé de ça parce que les podcasts continuent à croître, tu sais, il y a encore un marché à Québec à aller développer. Nous autres, on est là-dessus aussi, tu sais, il y a plein de trucs encore qui peuvent se passer. PH Quentin, je veux dire, ça va rester ce que c'est, là, tu sais, je pense que c'est un bon sideline. L'autre produit, il y a une croissance quand même assez intéressante à aller chercher, qui est quand même motivante, qui est nouvelle pour moi aussi. Je sais pas c'est quoi la limite de ça. Je sais pas, tu sais, je suis encore à tâtons un peu là-dedans. Je sais même pas si ça va fonctionner. Peut-être que ça marchera même pas. Mais je pense que ces 3 projets-là, c'est assez pour comme bien des années maintenant. Là, OK. Puis l'affaire, c'est que tant que j'aurai pas une idée de quelque chose qui existe pas, ou pas qui existe. Ben, ouais, tu vas pas. Je veux dire, j'invente pas la roue, là. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, tu sais, des suppléments de même, comme je disais, il y a une compagnie au Texas qui en faisait quasiment des pareils, mais qui était au Texas, tu sais, fait que genre, on s'entend. Sauf que tant que j'aurais pas besoin de quelque chose qui existe pas, que je peux pas facilement avoir, je pense pas que je vais lancer quelque chose, tu sais. Okay. J'avais cette conversation-là avec. Fuck, je me rappelle plus de son nom, Chris. Une YouTubeuse cosmétique, là, son nom va me revenir sûrement. Ça va te revenir. On l'a reçu sur le podcast, puis elle nous a dit ça sur le podcast. Elle aurait toutes les. Cynthia Dulude. Oui, exact. Hey, man, pourquoi t'es loud de même dans les écouteurs, Nicole? Cynthia Dulude, exact, qui est une YouTubeuse fashion, cosmétique. Puis on lui demandait pourquoi tu t'es pas parti une ligne de cosmétique. Il me semble que c'est la chose qui cartonnerait. Tu sais, la fille est huge en France, c'est huge au Québec. Tu sais, c'est une des YouTubeuses les plus connues au Québec, qui est là depuis le plus longtemps. Puis elle a dit, c'est parce qu'il y a tellement des bonnes compagnies de cosmétiques qui existent déjà. Pourquoi j'en créerais une autre? Tu sais, je ferais juste créer quelque chose que les gens n'ont pas besoin, puis leur vendre sous prétexte que c'est mon nom qui est dessus. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme point de vue, tu sais. Ouais, non, tant qu'il n'y aura pas quelque chose, justement, qui me manque, tu sais, je pense pas que je vais me lancer dans quelque chose tu sais, je vais pas commencer à faire des t-shirts avec juste un logo dessus, tu sais, je veux dire, de la merch, il y en a tellement déjà que, en tout cas. Ouais. Fait que dans le fond, on comprend que tu es un entrepreneur par défaut de, tu sais, s'il y avait quelqu'un d'autre qui s'était proposé pour te faire ce produit-là que tu voulais ou pour avoir ce studio-là, tu t'aurais dit comme, ouais, fais-le, puis moi, je vais être ton premier client. Ouais, genre. Mais vu qu'il y avait personne, t'as dit, écoute, it's gotta be me. Là. C'est ça, puis vraiment... aussi, je veux dire, c'est hypocrite. Je vais pas passer sous silence le fait que j'ai quand même une plateforme, que je suis sorti d'OD avec une plateforme, puis que cette plateforme-là m'a permis d'au moins avoir un genre de safety qui allait avoir au moins un petit peu d'intérêt pour quelque chose que j'allais faire, là, tu sais. Tu sais, mettons, là, le produit, je le sors, là, je sais qu'il va pas avoir 0 vente dans la première semaine, mettons, là. Il y en aura peut-être pas 1000, là, mais il y en aura définitivement pas 0, puis je sais que je vais déjà pouvoir commencer à avoir une boule qui tourne, là, tu sais. Ouais. Même si c'est pas un athlète, il y a quelqu'un qui va vouloir t'encourager. Il y a quelqu'un qui va vouloir acheter ça, même si c'est pas un athlète. Puis tu sais, je sais qu'il y a déjà, tu sais, juste à comment le monde m'écrive, qui m'en parle, tu sais, je sais que j'ai déjà ce retour-là, que c'est quelque chose que je vais lancer qui va pas juste s'éteindre, là, tu sais. Fait que je peux comprendre que si t'as pas cette espèce de sécurité-là, plus difficile. Tu sais, là, je parle comme si c'était facile de se lancer puis de faire hey, vas-y, fais-le. Mais tu sais,
tu sais. Non, mais ça se bâtit tranquillement. Tout ça se bâtit, c'est clair, sauf que je peux comprendre qu'il y en a qui sont un petit peu plus réticents parce qu'ils n'ont pas cette assurance-là, mettons. Ben, c'est une rareté, puis c'est un peu, tu sais, dans le sens où si quelqu'un voulait faire la même chose, si moi je voulais faire la même chose, n'ayant pas cette notoriété-là, je devrais payer pour aller chercher la tienne, exact, par c'est exemple. ça, exact. Puis Donc, souvent, ce marketing-là, c'est ce qui coûte le plus cher, tu sais. Fait que c'est... Moi, je pars début. déjà avec ça, que j'ai pas besoin de payer pour ça, fait que c'est déjà comme pas mal mieux. Ouais. Ah, mais écoute, c'est super intéressant, PH, puis on te souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau projet-là. Je pense que le studio puis le sans filtre, c'est déjà bien parti. Ça va bien pour l'instant. Ouais, pour continuer. Ouais, exactement. Mais écoute, on te remercie beaucoup. Là. Je pense que c'est super intéressant là, les gens de voir ton parcours puis de voir comment est-ce que tu as su monétiser cette notoriété-là que peut-être tu trouvais pas si cool au début quand c'est arrivé. Ouais. Puis de voir comment est-ce que tu as évolué puis ce que tu as appris de tes premiers projets qui ont eu du succès. Là, on peut pas dire que c'est des, non, pas du tout. des défaites ou des... non, mais avec où tu t'es planté, mais d'apprendre de ça puis de voir comment, je pense que c'est vraiment intéressant puis encourageant puis pour les entrepreneurs justement qui se lancent ou qui pensent se lancer ou qui ont peut-être qui hésitent, là, comme tu dis, à faire le move de se lancer pleinement. Fait qu'on apprécie beaucoup ton histoire. que tu viennes nous en parler. Ça fait plaisir. Puis écoute, d'apprendre moi, si je refaisais tout ce que j'ai fait demain matin, là, tout irait 2 fois plus vite, 2 fois plus smooth, même 3-4 fois plus vite, 4 fois plus smooth. Puis, sauf que, écoute, tu vis puis t'apprends. Ouais, exactement. Ben écoute, sur ça, merci beaucoup, PH. Yes, puis, merci les gars. Merci. On se reparle bientôt. Là, on reste en contact. Sans aucun doute. On apprécie le service qu'on a ici. Yes, merci beaucoup. Merci.